Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous profitez pleinement de ce festival Italissimo par cette météo toute italienne. Et moi, je suis très heureuse pour ma part de présenter aujourd'hui ces deux grandes histoires d'amour que sont Uva Spina et Aimé Gilles, qui sont tous les deux ici. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Deux histoires qui interrogent les différentes formes de l'amour et qui interrogent aussi, je crois, les limites jusqu'auxquelles le besoin d'être aimé nous entraîne. Alors, je vais donner juste quelques mots de présentation pour resituer un petit peu ces histoires avant d'entrer dans la conversation. Et je vous remercie évidemment toutes les deux, Monica Acito et Sian Haddad, d'être ici. Monica Acito, vous êtes professeure de littérature. Et ce soir, on parle donc de votre premier roman. Un premier roman qui ne se passe pas à Turin où vous vivez, mais à Naples. C'est un livre qui est sorti en 2023 en Italie, où il a connu un immense succès et qui est ressorti dans une très belle traduction de Laura Brignon aux éditions du Sous-Sol en janvier. Ce livre, donc, c'est Uva Spina et il se passe au bord de la mer à Naples et vous y mettez en scène donc, une relation assez conflictuelle entre un frère et une sœur, donc Uva Spina et Minuccia. Et elle est très jalouse de ce frère qui est extrêmement beau et gracieux. Et cette relation va encore se complexifier au moment où ils vont faire la rencontre l'un après l'autre du même garçon. Un garçon qui est un jeune pêcheur très charismatique qui s'appelle Antonio. Voilà, ils vont faire sa rencontre pour le meilleur et pour le pire. Sian Haddad, vous êtes écrivaine dramaturge. Vous êtes passée par le master de création littéraire du Havre. Et après un premier roman qui s'appelait Tony tout court, qui racontait la journée d'une jeune femme de 20 ans. Vous avez fait un peu vieillir vos personnages suivants dans ce livre qui s'appelle Aimé Gilles, puisque cette fois-ci, ce sont 3 personnages qui ont 25 ans. Ils s'appellent Mathieu, Mathias et Gilles. Donc, Gilles, c'est une jeune femme. Et ils forment un trio d'amis absolument inséparables jusqu'à ce qu'ils décident de partir sur les routes sans réel plan de parcours, donc dans une sorte de fuite en avant comme ça qui va durer à peu près 3 mois. Et leurs relations vont se reconfigurer au cours de ce voyage. Donc 2 histoires d'amour, 2 histoires de secrets, 2 histoires de trahison aussi, où les mots qui sont rentrés, les mots qui sont contenus vont finir par déborder à un certain moment. 2 triangles de personnages aussi, avec dans les 2 cas 2 garçons et une fille, la fille étant dans chacune de ces 2 histoires un peu la tierce personne, ou la 3e roue, je ne sais pas très bien comment il faudrait dire, et 2 histoires brûlantes aussi, à la fois dans l'intensité du désir, du sentiment qui est exprimé, dans l'intensité aussi du drame et de la violence qui traverse ces deux romans, et puis dans l'intensité de la langue, puisque je crois que toutes les 2, chacune à votre manière, vous portez cette langue à un certain point d'incandescence et de fébrilité, et on va évidemment parler de ça aussi. Alors je commence avec vous, Sian. Ce triangle de personnages, je crois que parmi les inspirations de ce triangle, il y a un roman très très célèbre qui est Jules et Jim, qui a été donc un roman d'Henri-Pierre Rocher avant de devenir le film très connu de François Truffaut. Et ce triangle amoureux de Jules et Jim, évidemment, vous le reconfigurez complètement dans Aimé Gilles. Est-ce que c'est ce livre qui était un peu le point de départ, le modèle quelque part de votre histoire, et comment est-ce que vous vous en êtes rapproché, au contraire totalement écarté? Bonjour. Alors, le point de départ, le point de départ très concret, c'est le livre de Pierre Michon, Rimbaud le fils. Parce que ce roman Aimé Gilles est arrivé d'abord à moi dans une nouvelle à l'université. Et il fallait qu'on écrive une nouvelle sur la figure du poète maudit. Et on avait en référence Rimbaud le fils de Pierre Michon. Donc je suis partie de ce roman-là, de ce texte-là, biographique et romancé, pour écrire ma toute première nouvelle avec ces 3 personnages, Mathias, Mathieu et Gilles. Et Mathias était le personnage principal. Et plus tard, j'ai lu Jules et Jim. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, mais ce qui m'a aussi beaucoup dérangé, ce que j'ai aimé d'abord, c'était cette fluidité de relation entre 3 personnages, mais ce qui m'a manqué, c'était d'avoir le point de vue de Catherine, donc cette autre femme entre Jules et Jim. Et voilà, le temps est passé, les années sont passées, et quand m'est revenue cette nouvelle, quand j'ai voulu continuer ce texte-là et que j'ai voulu l'adapter à mon moi de 2023, 2021, 2022, quand j'ai commencé à écrire Aimé Gilles, il fallait que je prenne le point de vue de la femme.
donc de Gilles. Il fallait que je raconte l'histoire du point de vue de la femme qui était entre les deux autres personnes, mais en gardant cette espèce de chute inéluctable qu'il y a dans Rimbaud le Fils, avec voilà, cette figure rimbaldienne, si ce n'est Rimbaud, qui tombe, qui ne cesse de tomber dans le gouffre de la poésie et de la vie, quoi. Oui, on va reparler de ce mouvement de chute qui est très intéressant. Effectivement, j'ai oublié de dire que le livre est au jeu, et ce jeu, il est porté par Gilles, donc cette jeune femme, quand bien même elle est, comme je le disais, un petit peu la tierce personne dans ce trio. Alors j'ai dit un roman d'amour, mais on pourrait presque dire un roman des amours ou de l'amour. Il y a toute forme d'amour dans ce texte, qui peut prendre la forme de l'amitié, la forme du désir, la forme de la sororité aussi dans certaines pages, la forme de l'amour filial ou maternel avec un autre personnage qui s'appelle Marguerite, qui a une force très importante au cœur du livre et qui est la tante de Mathias, qui a donc inspiré le livre au départ. Donc toutes ces formes d'amour avec un certain nombre de porosités, d'obstacles, voilà. Tout ça n'est pas étanche. Est-ce que c'est ce côté un peu insaisissable en fait qui vous intéressait ? Ce qui m'a vraiment intéressée, c'était effectivement de déployer la palette du mot amour. C'est exactement ce que vous avez dit quand vous avez dit des amours. C'est ce que j'avais envie de voir. En fait, je pense que j'ai grandi. Enfin, quand je suis arrivée à l'âge adulte, je me suis rendu compte que le but n'était pas nécessairement de rencontrer l'amour de sa vie, comme on a pu entendre dans les contes et dans les histoires depuis qu'on était petite. Que tout n'était pas centré sur ça, que tout ne devait pas aller dans ce sens-là. Mais en fait, l'amitié est très importante. Les relations familiales sont très importantes. Les relations par exemple, de prof à élève sont très importantes. Il y a tellement de relations d'amour qui sont importantes dans la vie, et c'est comme si je n'avais jamais... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait toute cette palette-là qui pouvait nous créer, nous définir. Et c'est ça que j'ai voulu explorer dans le livre, des histoires d'amour, l'histoire des amours. Et est-ce qu'au terme de ce livre, la définition ou les définitions sont plus claires pour vous ? Il y a un de vos personnages, je crois que c'est Mathieu, qui dit en fait, je ne sais pas ce que c'est, l'amour. C'est assez beau. Oui, qu'est-ce que c'est effectivement qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on expérimente au quotidien, mais qu'on ne cesse de redéfinir parce que chaque jour, les gens redéfinissent ce que c'est l'amour, en bien ou en mal. Non, je ne sais pas, mais s'il y avait une image qui me reste, qui me procure de la joie, disons, de Aimé Gilles. Il y a plein de choses dont je suis très contente dans ce texte, mais il y a une image, c'est la relation entre donc Gilles, qui à un moment donné est dans un camping et rencontre cette jeune femme, Manel, qui est une relation complètement qui passe par là, un peu et furieuse et furtive. Et ce qui se dit de leur relation à ce moment-là, ça fait un espèce de soleil en moi, et j'ai envie d'explorer ça pour la suite de mes textes. Rien que pour ces pages, c'est vrai que c'est quelques pages, je crois, pas plus, mais voilà, c'est aussi à quel point une relation peut devenir très très forte en très peu de temps. C'est quelques heures, une nuit. Voilà, elles ont cette conversation. Effectivement, c'est encore une autre de toutes ces formes d'amour. Je voudrais réparer une erreur que j'ai faite, impardonnable, pardon, je n'ai pas présenté Valentine qui est ici et qui va assurer l'interprétation pour Monica. Monica, vous aussi, c'est une histoire d'amour et de désamour, Uva Spina, de désamour très fort, avec ce frère et cette sœur qui sont souvent attirés par les mêmes garçons. Il y en a un en particulier qui est ce pêcheur dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y en a d'autres avant lui. Et dans les remerciements, à la fin de Uva Spina, on trouve cette phrase, vous écrivez, donc vous remerciez votre entourage, vos proches, et puis vous dites que ce roman porte toute votre propre fin d'amour, la fin FAIM. Et effectivement, les personnages, ils sont tous, autant qu'ils sont affamés d'amour, et ça devient presque un enjeu de vie ou de mort, que ce soit la mère de Waspina et de Minuccia qui, elle est sur le point de mourir, ou elle fait semblant de mourir, on ne sait pas trop, tous les mercredis au moment où son mari découche. Et puis les autres personnages aussi sont, voilà, c'est vraiment une affaire de vie ou de mort. Pourquoi est-ce que c'est si crucial ? Est-ce que ça conditionne vraiment toute notre existence, en fait, ce besoin d'amour ? Allora, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui. Non vi nascondo la mia emozione nel presentare qui in questo momento. Allora, tout d'abord, bonsoir à tous et merci de m'accueillir, et je ne vous cache pas mon émotion d'être ici.
Allora, in questo romanzo è sicuramente centrale, se vogliamo chiamarla così, la fame d'amore, perché appunto la maggior parte di questi personaggi sono dei personaggi, direi, disperati in maniera grottesca, dei personaggi che cercano di ottenere a tutti i costi l'amore, ma non hanno nessuno strumento, nessun mezzo per capirlo, non sono alfabetizzati emotivamente, non conoscono nessun tipo di modo di comunicare appunto con le persone che hanno intorno. C'è appunto il fulcro di questo romanzo, è il rapporto tra Uva Spina e sua sorella Minuccia, che è lo strummolo, l'antichissimo giocattolo di legno che sappiamo quando comincerà a vorticare, ma non sappiamo quando questo folle giro finirà. E questo è un amore in qualche modo che non può compiersi, perché Uva Spina e Minuccia si amano di un amore davvero in qualche modo disfunzionale, sghembo, non riescono proprio a trovare nessun terreno comune per poter avere qualcosa di bello da dirsi e da fare, e quindi c'è questo rapporto che si accartoccia su se stesso, e in tutte le scene c'è quasi questo preludio al sangue che loro cercano di creare in qualche modo. Poi c'è un altro rapporto d'amore, quello tra Graziella la spaiata, che è appunto il mio personaggio preferito del libro, questa chiagnazzara che era un antico mestiere appunto napoletano, campano, che ricorda le antiche... Ah, ok. Va bene. Pausa. Va bene. Effectivement, alors on peut dire que dans le roman, cette fin d'amour est centrale parce que ce sont des personnages désespérés qui cherchent tous à obtenir à tout prix cet amour, mais qui n'ont pas vraiment les outils et les moyens de communication pour y arriver. Alors il y a ce duo, le frère et la sœur, Uva Spina et Minuccia. Minuccia, la toupie, donc ce jeu antique, on sait quand la toupie commence à tourner, mais on ne sait pas quand elle s'arrête. Et donc c'est un duo qui a un amour assez dysfonctionnel, assez bancal, et qui ne trouve jamais vraiment de terrain d'entente pour se dire des choses belles, pour s'aimer véritablement, et c'est donc un amour qui va plutôt se replier sur lui-même, et avec des scènes qui sont toujours un peu des préludes sanguinaires et violents. Et puis il y a ce personnage de Graziella, la mère, la dépareillée, qui est vraiment mon personnage préféré, très haut en couleur, qui avait pour métier un très ancien métier, pleureuse pour les funérailles, donc une napolitaine d'un autre temps. È appunto questo antico mestiere, più che napoletano e campano, direi un mestiere mediterraneo, perché ha a che fare proprio con la visceralità più sporca, insomma, del mito. E lei inscena questa morte rituale ogni mercoledì sera, finge di morire per poter trattenere a casa questo Pasquale Riccio che non si sa dove vada effettivamente ogni mercoledì sera. E poi c'è Antonio che è questo personaggio fondamentalmente venuto dal mare, un pescatore dagli occhi diversi che più che insegnare a Uva Spina l'amore, insegna a Uva Spina a vedersi, a farlo uscire da quel copione, da quel canovaccio da vittima, perché Uva Spina non è un personaggio fisso nel suo ruolo da vittima, ma è prismatico, e Antonio lo insegna a vedersi con altri occhi, a uscire da questo ruolo di frutto spremuto. Alors, c'est vrai qu'il y a ce métier ancien de la mère, la pleureuse, qui fait référence à la tradition napolitaine, mais plus largement à la tradition de la région de la Campanie, donc très méditerranéenne, et donc qui fait référence au mythe le plus viscéral, le plus sale. Et tous les mercredis, elle fait cette mise en scène de faire semblant de mourir. C'est comme un rituel pour empêcher son mari, Pasquale Riccio, de découcher, de sortir. Et puis, donc, il y a ce personnage d'Antonio qui vient de la mer. C'est un pêcheur aux yeux verrons. Et il enseigne à Uva Spina pas seulement l'amour, mais comment se sortir de son rôle de victime. Il lui apprend à se voir par d'autres yeux et à ne pas être seulement ce fruit pressé par les autres. Oui, parce que Uva Spina, ça veut dire groseille à macro, précisément. Donc, c'est ces groseilles qui sont vertes, en réalité un peu translucides. Il a cette peau très diaphane. Et sur le plan symbolique, c'est aussi un personnage qu'on presse, quoi, tout le temps oppressé par sa sœur en particulier. Par sa sœur qui
multiplie les brimades à son encontre. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Monica, de ces sortes de préludes de sang, je crois que c'est l'expression que vous avez employée pour parler des relations entre les personnages. Et il y a effectivement une très très grande violence dans ce livre. Et l'amour, en fait, il flirte presque tout le temps avec cette violence. Alors, c'est lié en grande partie au fait que le personnage d'Antonio, qui suscite l'amour, ce pêcheur aux yeux verrons, c'est un garçon de la campagne. Et donc, il y a plusieurs scènes où il est en train d'égorger un poulet ou alors d'assommer un poulpe. Donc ça crée des scènes de très grande violence qui sont en même temps les scènes où l'érotisme, le désir est porté à son plus haut degré. Donc c'est assez curieux cette association. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec la violence, avec la sauvagerie pour vous ? In questo romanzo io ho cercato in qualche modo di giocare con i simboli, di rovesciarli, di dissacrarli. Infatti, per esempio, il mare non è il preludio alla purificazione o alla rinascita, ma il mare è una sorta di sangue trasparente, perché tutte le scene più controverse del libro avvengono in riva al mare, in scene, in zone che appunto oggi sono turistiche, per esempio la zona di Posillipo dove ci sono i ristoranti, per esempio tutti i ristoranti dove appunto non sembrano il teatro appunto della violenza o di scene che possono essere ambigue, perché appunto io volevo creare dei personaggi che fossero quanto più ambigui possibili, perché secondo me la letteratura è il teatro, è il territorio dell'ambiguità, dell'indicibile in qualche modo, e volevo che i personaggi lo fossero e anche i loro rapporti lo fossero. Alors, dans ce roman, j'ai essayé de jouer avec les symboles, de les renverser, de les désacraliser. Et par exemple, la mer, j'en ai pas fait un lieu de purification, de renaissance, mais plutôt un lieu de sang. Et par exemple, toutes les scènes importantes qui se passent près de la mer sont dans des lieux très touristiques, par exemple Posillipo, mais en fait, je n'ai pas voulu en faire le lieu du tourisme, des bons petits restaurants, mais c'est le théâtre de la violence. Parce que je voulais montrer aussi que les personnages pouvaient être très ambigus, parce que pour moi, la littérature, c'est vraiment le théâtre de toutes les ambiguïtés, de l'indicible. Et donc, je voulais aussi que ce soit exprimé dans les personnages et dans les rapports qu'ils ont entre eux. E quindi il sangue ha questo rapporto in qualche modo centrale in tutta quanta la dinamica amorosa tra Ovaspina, Antonio, Minuccia, anche perché Napoli è la città della dissacrazione dei simboli, Napoli è la città del sangue, è la città che appunto dà del tu ai santi, aspetta che il loro sangue si sciolga, è la città che ha un rapporto fisico, carnale, sensuale con il santo, con la religione, è una città in qualche modo mestruata di sangue, Napoli, e quindi c'è molto questo tratto selvaggio, anche come dire, che permea tutto il romanzo. Per esempio la scena, ci sono appunto due scene chiave del rapporto tra Ovaspina e Antonio. La prima è quella nella chiesa di Santa Luciella, che è una chiesa che si trova Spaccanapoli, nascosta vicino vicino al Museo delle Torture più o meno. E poi abbiamo la scena, come dire, quella appunto a Procida, e ho cercato appunto di dissacrare dei luoghi che semanticamente avevano proprio un altro significato, un'altra grammatica, e ho provato in qualche modo a seguire quello che era il flusso anche più crudo dei personaggi. Effectivement, j'ai essayé donc de montrer ces dynamiques amoureuses en les désacralisant, parce que la ville de Naples, c'est une ville du sang qui va vraiment tutoyer les saints. Par exemple, dans la religion, il y a ces scènes rituelles où on attend que des larmes de sang coulent des statues des saints. Donc il y a vraiment un rapport très charnel, très sensuel, avec aussi cette dimension presque menstruelle de la ville. Et moi, je voulais montrer ce caractère sauvage dans le roman. Et il y a par exemple deux scènes importantes qui montrent les rapports entre les personnages, par exemple entre Ovaspina et Antonio, à l'église de Santa Lucella, qui est donc au centre de Naples, à côté du musée des tortures, et puis une autre scène sur l'île de Procida, donc des lieux qui sont sémantiquement liés à d'autres significations. J'ai voulu les désacraliser pour montrer donc ce flux très cru des personnages. Oui, la scène qui se passe dans l'église de Santa Lucella, c'est
vraiment préférés du roman. Il y a entre autres, voilà, je vous le dis comme ça, vous aurez encore plus envie de lire ce livre si vous avez encore la chance d'avoir à le découvrir. Il y a un crâne à oreilles. Un crâne voilà, qui est conservé dans cette église, mais qui mystérieusement a des oreilles, ce crâne. Bon, voilà. Et ça a un rôle très important dans cette scène. Je ne vous en dis pas plus. Je voudrais revenir sur la question de la violence avec vous, Shanadad, parce que de la même façon que Minuccia, donc la sœur d'Uva Spina, a des pulsions de violence extrêmement fortes. Elle se déchaîne véritablement sur son frère, sur sa mère et parfois contre elle-même, avec des moments d'automutilation assez poignants. De la même façon, Gilles a aussi des pulsions un peu autodestructrices qui se manifestent d'une autre manière, mais elle va toujours plus loin dans sa consommation d'alcool, de cigarettes, elle danse jusqu'à l'épuisement. Il y a une forme comme ça oui, comme si elle essayait de se consumer de l'intérieur. Et plus généralement, vous le disiez tout à l'heure, il y a ce mouvement de fuite en avant, puisque les trois personnages partent sur les routes, mais qu'il y a aussi un mouvement de chute, de dégringolade, de spirale descendante. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il faut tomber à un moment donné pour mieux se relever ou mieux se révéler, mieux ouvrir les yeux, comme Monica nous le disait tout à l'heure à propos d'Uva Spina? Alors, je ne sais pas si je mettrais le verbe falloir. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée s'il faut d'abord tomber. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on peut tomber. Et on peut tomber sans savoir qu'on tombe. Et donc, la suite de cette chute, c'est de vouloir continuer dans cette chute parce que c'est ce qu'on connaît. Et j'ai la sensation que Gilles ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle ne sait pas quand est-ce que ça a démarré. Ce ça-là, c'est dit A, elle ne sait pas ce que c'est, en fait. Donc, en plus de ne pas savoir, il y a un mouvement qui s'opère qu'elle ne définit pas ou dont elle ne veut pas prendre conscience peut-être. C'est peut-être à l'endroit du vouloir, là, sur le coup. Et elle continue une trajectoire qui est avant sa conscience, qui est arrivée avant sa conscience. Et elle continue dans ce sens-là. Donc effectivement, il y a quelque chose de l'autodestruction et en même temps de la fuite. Alors je ne sais pas si autodestruction et fuite vont ensemble. Peut-être qu'ils fonctionnent ensemble. De l'épuisement des choses, épuisement du désir, épuisement des forces aussi, comme si il fallait s'éprouver au maximum pour passer à autre chose. Oui, c'est vrai, la question de se consumer, je pense qu'elle est très juste parce que j'ai dû tirer ça d'une littérature écrite par des femmes. Parce que le rapport au corps dans des textes que j'ai lus qui étaient écrits par des femmes, donc par exemple Goliarda Sapienza, Elsa Morente, je parle d'italienne sans m'en rendre compte, Deborah Levy, il y en a Doris Lessing, il y en a des tas. Ce sont des femmes qui ont écrit sur le corps et le rapport au corps est extrêmement oppressé, enfermé. Il est concret, c'est-à-dire qu'on a l'impression que elles sont constamment en train de s'entailler. Et ça se traduit surtout par la langue, une langue beaucoup plus saccadée. Alors c'est pas, je dis par exemple Elsa Morente, c'est pas le cas, mais là ce que j'ai en tête comme ça, ce qui me reste, c'est cette langue ce ne sont pas des longues phrases fluides. Voilà, on n'est pas dans la fluidité du rapport au monde, et je pense que j'ai quelque part dû hériter de ça assez récemment. Et donc cette consommation, voilà, c'est ce qui se traduit dans Gilles, sans doute. Oui, je voulais qu'on parle justement du rapport au corps, parce que c'est un trait commun à vos deux livres. Le corps y est extrêmement présent, la sensation, la sensualité aussi, bien sûr. Le corps est dans toutes les pages, en particulier le toucher, évidemment, mais aussi les odeurs. Et les odeurs sont très présentes dans vos deux livres. Dans Uva Spina, et je crois qu'il n'y a pas une seule page sans qu'on hume un parfum, d'ailleurs, que ce soit un parfum délicieux ou un parfum, au contraire, totalement pestilentiel. Dans quelle mesure, l'une et l'autre, est-ce que vous écrivez avec votre corps, en engageant vraiment vos sens, votre odorat, votre toucher? Sì, la lingua di Uva Spina, in generale tutto il romanzo, è permeato da questa presenza non addomesticabile del corpo, questo corpo in qualche modo indisciplinato, questo corpo proprio selvatico. E diciamo che in Uva Spina tutti i corpi hanno qualcosa di
antico, distorto, di viscerale e soprattutto in qualche modo non incasellabile, perché appunto Uva Spina ha dei tratti quasi animaleschi, quasi dei tratti che lo fanno sembrare un po' all'inizio quasi una sorta di caratteri che lo accomunano un po' alle antiche passioni, insomma, alle antiche passioni, e poi a qualcosa, le antiche passioni dei martiri, e poi a qualcosa che invece lo accomuna a un personaggio molto popolare del sottobosco napoletano, che è proprio il femminillo. Basti pensare a vari romanzi come ad esempio La pelle di Curzio Malaparte, in cui c'è questa scena che si chiama La figliata dei femminilli, nel capitolo La Vergine di Napoli, e quindi il corpo di Uva Spina è un corpo erotico e mistico che va a dissacrare e scomodare anche il corpo, come dire, delle varie Madonne, delle statue, e quindi è in qualche modo un corpo, un erotismo che si permette di essere anche scostumato in qualche modo. C'est vrai que la présence des corps est vraiment indomesticable dans le roman. Et ce sont des corps sauvages, indisciplinés. Et le corps d'Uva Spina, ils ont tous des corps très comme ça, antiques et tordus. Mais celui d'Uva Spina en particulier a cette dimension animale qui le renvoie presque aux passions antiques des martyrs. Et il est aussi très proche du personnage de la tradition italienne du femminile, donc un personnage androgyne. Et on pense aussi à l'appel de Curzio Malaparte, au chapitre sur la Vierge de Naples, où il y a un corps donc, qui est à la fois érotique et mystique, qui désacralise les statues de Madone. Et on a vraiment un corps qui est sans atour. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, e ovviamente tra i modelli che mi hanno aiutato a costruire questa concezione di corpo ci sono stati vari autori e autrici napoletani, campani, che sono stati un po' dimenticati, per esempio Domenico Rea con la sua ninfa plebea, il personaggio appunto centrale che è Miluzza da Nofi, è proprio come dire una sorta di tutto il romanzo, un'elegia del corpo, ma in tutte le sue manifestazioni anche più turpi, anche più indicibili. E poi ovviamente l'Iguana di Anna Maria Ortese, l'Iguana, questa donna che è in qualche modo repellente con la sua testa da iguana e il suo corpo da donna. E poi ovviamente tantissimo scrittrici italiane che sono state le mie stelle polari, Elsa Morante, Goliarda Sapienza con il personaggio perfetto di Modesta, e poi le scrittrici latinoamericane ovviamente, che al giorno d'oggi sono proprio secondo me le migliori a parlare di corpo, ma non in maniera patinata, non seguendo un trend, ma in maniera davvero autentica, viscerale. E Samantha Schweblin, mi vengono in mente Amparo Davila, poi c'è Armonia Somers, ce ne sono tantissime, e quindi secondo me è bene riscoprirle, perché loro non seguono un trend, ma davvero loro hanno questo tema sotto la pelle. Alors, parmi les modèles que j'ai eus pour cette conception du corps dans la littérature, il y a des autrices, des auteurs de la région de la Campanie, Domenico Rea par exemple, avec dans come si chiama, Ninfa Plebea. Cette élégie du corps dans ses manifestations les plus indicibles parfois, et aussi Anna Maria Ortese avec le corps hybride dans L'Iguana, puis bien sûr Elsa Morante et Goliarda Sapienza avec ce personnage parfait de Modesta, et puis des autrices sud-américaines qu'il faut vraiment redécouvrir. Je pense à Samantha Schweblin, à Itchera Somers et Impara Davila, vraiment parce qu'elles ont ce thème du corps dans la peau, vraiment. Oui, il y a je repensais tout à l'heure à une scène très marquante également du livre. Vous parliez de la peau de Malaparte. Il y a une scène aussi qui relie cet univers de croyances, de superstitions, de sainteté, de violence et le corps, le sang, qui est la scène de procession des flagellants, je crois que ça s'appelle. Donc c'est une tradition où les croyants s'auto-flagellent en fait. Et les personnages assistent à ça et on voit le sang jaillir, et là encore c'est également porteur d'érotisme, étrangement, cette scène très forte.
je voudrais revenir un instant aussi à ce personnage de la folle toupie. C'est comme ça que Laura Brignon a traduit le surnom de Minuccia, donc cette sœur d'Uva Spina. Donc elle est surnommée la folle toupie précisément parce qu'elle se déchaîne parfois comme une toupie qui renverse tout sur son passage, en particulier contre son frère et sa mère. Et il me semble que c'est un personnage là qui est en fait très inédit en littérature, puisque c'est assez rare, je crois, que la brutalité, la malfaisance, parce qu'elle a aussi un côté un peu pervers, cette jeune femme, soit portée en littérature par des toutes jeunes femmes. Comment est-ce qu'il vous est venu, ce personnage-là? Allora, Minuccia è sicuramente un personaggio brutale, un personaggio crudele, ma soprattutto un personaggio sadico, perché in ogni sua azione c'è un sadismo quasi compiaciuto nel suo incidere, come dire, simboli sulla carne, nel suo creare gelosie, vendette, nel suo proprio, come dire, provocare dei veri e propri abusi nelle persone. C'è proprio un sadismo, una sorta di gusto, di perversione. Sicuramente io come narratrice, come scrittrice, non è mio compito appunto patologizzare, fare diagnosi sulla pagina, ma il mio compito è quello di mostrare che cosa fa appunto il personaggio di cui sto parlando, e quindi lo strummolo, la trottola è semplicemente un correlativo oggettivo che ho usato per mostrare tutto il sadismo e la crudeltà di Minuccia. Quindi io volevo creare questo correlativo oggettivo per far capire al lettore, alla lettrice, che ogni qualvolta ci fosse stata sulla pagina Minuccia, nessuno di noi avrebbe potuto capire, insomma, l'andazzo generale, nemmeno io come scrittrice spesso lo sapevo, ed è stato un personaggio che ho provato ad acchiappare molte volte e spesso mi è sgusciato dalle mani il personaggio di Minuccia, e ho dovuto fare un'opera proprio, come dire, di forza per poterla riacchiappare un sacco di volte, perché è un personaggio che non si faceva comandare, non era un burattino, e quindi per poter disciplinare questo strummolo semplicemente ho dovuto seguirlo e basta. Alors c'est vrai que ce personnage de la folle toupie, parce que Minuccia, elle est brutale, elle est cruelle, mais elle est aussi sadique. À chaque geste qu'elle fait, que ce soit gravé dans la peau des dessins, ces scènes de jalousie, ces scènes de vengeance, tous les moments où elle abuse des gens, elle a ce goût pour la perversion. Et mon rôle en tant que romancière, c'est pas de pathologiser le personnage, mais de montrer ce que fait ce personnage. Et donc cette folle toupie, j'ai eu envie de faire ce parallèle avec un objet pour montrer sa cruauté et pour faire voir au lecteur qu'à chaque fois que Minuccia apparaît, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est un personnage qui est difficile à saisir, et moi-même, elle m'a souvent échappé, et j'ai dû vraiment faire un effort pour réussir à la saisir, parce que je ne pouvais pas la commander, ce n'était pas une marionnette, et j'ai donc dû suivre cette folle toupie. C'est intéressant ça, Sian. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui vous échappent dans l'écriture, en tout cas dans l'écriture de ce livre, des surprises, puisque ces personnages ils se lancent sur la route, mais pareil, on ne sait pas très bien où ils vont. Est-ce que... La première surprise, ça a été de ne plus pouvoir écrire Mathias et de son point de vue. Ça a été la première surprise, c'est que quand j'ai écrit cette nouvelle, c'était en 2017, et quand je suis revenue sur le texte en 2021, je ne pouvais plus l'écrire. Donc la première surprise, c'est de ne plus avoir accès à mon personnage, ce qui est très étrange parce que je n'ai plus de relation avec. Et ensuite, la surprise, exactement comme pour mon premier roman Tenue tout court, je ne saisis pas mes personnages féminins. Je ne les comprends pas exactement. J'ai pas leur mélancolie, je ne l'éprouve pas complètement. Leur désespoir, je ne l'éprouve pas complètement. Leur dépendance, je ne l'éprouve pas complètement. Je ne comprends pas. Et c'est très juste ce que dit Monica sur le fait que ce ne sont pas des marionnettes. Et c'est, je pense, dur à saisir. Même pour nous, quand on écrit, c'est dur de saisir que ce ne sont pas des marionnettes et qu'on ne peut pas les emmener là où on veut, parce que si c'était le cas, ce serait plat ce qu'on écrirait. Et en fait, le moment où ça commence à nous échapper, c'est le moment où ça commence à devenir intéressant, parce que là, on casse notre morale. Et on est obligé de suivre ces personnages. Pour le bien ou le mal des lecteurs et des lectrices après, et pour le bien ou le mal de notre propre écriture. Alors je reviens un tout petit peu en arrière justement sur cette question de peau, de corps, d'incarnation, parce qu'on ne vous a pas suffisamment entendu là-dessus. C'est paradoxal, ça, cette idée que le personnage
échappe, qu'il n'est pas une marionnette. Et pour autant, on a vraiment l'impression d'être dans la peau, à l'intérieur même de ce qu'éprouve Gilles. Dans quel état est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que ça fait au corps, en fait, d'écrire? Oui, alors, c'est vrai que si on devait faire un lien très direct avec ce personnage-là, entre elle et moi, ce serait ce rapport très immédiat au monde, parce que quand j'écris, je suis nerveuse, je suis très nerveuse. J'ai l'impression d'être en cage, je tourne dans mon appartement, je ne cesse de me lever et je ne peux pas écrire plus de 10 minutes. Donc je n'écris que quelques lignes en fait, par tranche de 10 minutes, une demi-heure. Et donc j'écris, je me lève, il faut que j'écoute de la musique, il faut que je mange, il faut que... je vais pas vous dire boire de l'alcool parce que je bois pas d'alcool en journée, mais ces personnages-là boivent beaucoup d'alcool. Donc je me projette, je projette ça. Ils fument beaucoup et je me projette en train de fumer. Enfin, voilà, je leur donne beaucoup des pistes de désir comme ça que moi je n'assouvis pas, mais que mes personnages assouvissent à ma place. Et par exemple, pareil pour ce roman, j'ai écouté beaucoup de musique, notamment punk et garage et rock en continu le matin pendant un certain temps. Pas du tout de sport, complètement léthargique, mais voilà, très... Comme si mon bras ne répondait pas, à ma jambe non plus, et tous les membres partent dans un endroit. Et c'est un rapport heurté quand même, et en même temps très, très ancré. Vous disiez tourner en cage là, pendant l'écriture, et précisément... Ces personnages, vous leur donnez la possibilité de partir, en tout cas l'envie de partir, et ils le font. Ils plaquent tout et ils s'en vont pendant 3 mois, alors sur les routes un peu plus ou moins au petit bonheur la chance, on a l'impression, dans une espèce de fuite en avant qui rappelle d'ailleurs un certain nombre de romans de la Beat Generation, cette espèce de rébellion aussi à l'encontre d'un système économique peut-être enfermant. Mais il se trouve que cette grande liberté qu'il s'octroie, elle est assez décevante en fait, et finalement assez enfermante même. À la fin du livre, ils se retrouvent dans une maison en Normandie où ils sont le plus souvent assez enfermés, assez confinés comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ce rapport aussi paradoxal à la liberté dans votre livre? Parce que je crois que dans la vie, on la trouve pas comme ça, si tant est que ça existe en fait, la liberté. Ce concept-là qu'on essaie de définir en philosophie depuis un certain temps et qu'on essaye d'éprouver, nous, humains et humaines, mais qu'on a du mal à comprendre. Si on s'écoute dans une seule journée, on ne cesse de se plaindre d'un sentiment d'enchaînement. Toujours, le rapport aux autres nous trouble beaucoup. On a toujours l'impression... Alors, ça se trouve, je parle que de moi, et là, je me rends compte que je suis vraiment désespérée, mais on se compare beaucoup et on voit je sais pas, une espèce de déréalisation peut-être. Et donc une recherche de liberté quand on a 25 ans, elle n'aboutit pas à un bonheur nécessairement. Elle aboutit peut-être à une connaissance un peu plus nuancée de soi, ce qui est très important et ce qui est sans doute peut-être le mieux qu'on puisse espérer pour la liberté, pour un sentiment de liberté, de mieux se connaître. Mais... pour moi, il ne s'agit pas d'écrire une fiction pour proposer nécessairement un arc narratif qui aille vers du bonheur ou une bonne fin. Je veux plutôt, quand j'écris, tenter de saisir... oui, vraiment l'ambiguïté, exactement comme disait Monica, l'ambiguïté des concepts qu'on manie au quotidien et des rêves et des fantasmes et des fictions qu'on se fait de nos vies. Oui, et l'ambiguïté de cette liberté dont ils se font tout un monde, et finalement on aboutit au terme du livre en se disant que peut-être ça n'est pas si désirable que ça. Il y a un autre sentiment, si ce n'est celui de liberté, sur lequel j'aimerais revenir avec vous, Monica, qui traverse vraiment tout le roman. Ça m'a frappée dans Uva Spina. Il y a beaucoup de rage, beaucoup de désespoir, beaucoup de passion dans ce livre, mais il y a aussi un sentiment qui est commun à tous les personnages, aussi différents soient-ils, et qui se manifeste de toute forme de manière, et c'est celui de honte ou d'humiliation. Uva Spina est sans cesse humiliée, d'abord par ses camarades et puis ensuite beaucoup par sa sœur. Minuccia, cette sœur, elle est elle-même, elle a un sentiment d'humiliation très fort devant le miroir, dans une voiture aussi. À un moment donné, elle va être humiliée par
par un personnage masculin. Le père, Pasquale, a honte de sa femme, a honte de ses enfants. La mère a une forme de honte sociale. Enfin, ça traverse vraiment tous les personnages. Pourquoi est-ce que ce sentiment l'emporte presque dans ce roman pour vous? Allora, la parola che ricorre più spesso in queste 400 e passa pagine di romanzo è appunto lo scuorno, che in dialetto napoletano vuol dire vergogna, perché la vergogna è una cosa molto importante per me, perché appunto è stato il primo sentimento che ho conosciuto nella mia vita quando ho cominciato a scrivere da piccola. La vergogna, la voglia appunto di non farlo sapere agli altri. La vergogna è stato proprio, come dire, il sentimento che ha permeato il mio primo approccio con la scrittura, perché io ho cominciato quando ero molto piccola, perché per me è sempre stato un tic la scrittura più che una scelta, un tic proprio mio che ho sempre avuto, e quindi io penso che spero di continuare a coltivare questa vergogna, perché per me ogni opera, ogni libro che appunto scrivo, che scriverò, e lo sto vedendo adesso soprattutto con il secondo che sto scrivendo, spero di superare sempre di più altre vergogne che ho, e soprattutto la vergogna e la sfacciataggine sono la stessa cosa secondo me, perché la sfacciataggine non è altro che un modo per poter comunicare quella vergogna che è sempre presente in te. E secondo me l'autenticità nella scrittura non è tanto nel dire i fatti propri, perché i fatti propri si possono dire anche raccontando di una ragazza che abita su Marte. L'autenticità secondo me nella scrittura è scrivere delle cose di cui ci si vergogna, anche in qualche modo usando finzioni, maschere, o come diceva Elsa Morante, andando a una festa in maschera nella scrittura. Però per me l'autenticità vera non è tanto dire i fatti propri quanto affrontare il punto nevralgico della tua vergogna. Alors c'est vrai que le mot qui revient le plus dans ces 400 pages et quelques, c'est scuorno en dialecte napolitain, ça veut dire la honte. Et c'est parce que c'est le premier sentiment que j'ai ressenti de façon très importante quand j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire très jeune et je voulais pas que les autres le sachent. J'avais vraiment honte de ça et donc c'est un sentiment qui était vraiment partout. Et pour moi, l'écriture, c'était vraiment plutôt un tic qu'un choix. Et aujourd'hui, j'espère cultiver cette honte quand je vais continuer à écrire et dans mon deuxième livre notamment, parce que j'espère dépasser les autres hontes que je peux avoir dans ma vie. Et je pense que le fait d'essayer de dépasser ça et d'être authentique dans l'écriture, c'est important parce que finalement, on va choisir de raconter ce qui nous fait honte. Alors peut-être en utilisant la fiction, peut-être en mettant un masque, comme disait Elsa Morante, voilà, en allant au bal masqué. Et je pense que c'est important d'être dans le point névralgique de la honte. Celle qui est très authentique dans votre livre aussi, c'est la ville elle-même de Naples. Il y a un mot que j'adore qui a été choisi par la traductrice Laura Brignon, qui est une ville toute empagaillée. Je ne sais pas quel est le mot original en italien. Mais voilà, cette ville dont vous nous avez un peu parlé tout à l'heure, qui est un vrai personnage du livre, qui est voilà, authentique dans son débordement, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ce côté toujours trop, qui est une ville pleine d'odeurs, pleine de fureur, pleine d'énergie. Vous nous avez un petit peu dit tout à l'heure ce qu'elle représentait, cette ville de sang, en général. Mais quel est votre rapport à vous, à cette cité ? Napoli in Uva Spina non è un semplice set. Sarebbe stato un romanzo diverso se l'avessi ambientato in un'altra città, in un altro luogo. Napoli è in qualche modo il catalizzatore, è proprio come dire il proscenio ideale per Uva Spina, perché Napoli muove i personaggi come se fossero delle marionette, fa fare ai personaggi quello che appunto i suoi umori, i suoi capricci, proprio tutti i suoi flussi desiderano. La città desidera, infatti nel libro la città respira proprio come un animale marino, la città è un polpo, è proprio questo grande polpo che respira sott'acqua e costringe i personaggi mediante delle
forze sotterranee che i personaggi non conoscono. I personaggi diventano quasi in qualche modo posseduti da quella che è la città, e questa città è sicuramente la città del sangue, la città dell'esagerazione, la città eccessiva che sfugge insomma sia alla Napoli oleografica, cartolinizzata, alla Napoli di cui insomma si apprezza la bellezza paesaggistica, e anche insomma altri tipi di Napoli che sono stati in qualche modo istituzionalizzati. Questa è insomma una Napoli, come dire, volutamente esagerata, volutamente esasperata, in cui però c'è anche spazio per la tenerezza, l'umanità, e c'è spazio proprio per quel lato creaturale della città, per questa sorta di erotismo creaturale in cui le creature riescono proprio a rivelarsi in tutta la loro il loro senso, diciamo, del disperato, del ridicolo e quindi dell'umano. Alors effectivement, la ville de Naples est beaucoup plus qu'un décor dans le livre. Si l'histoire s'était passée ailleurs, dans une autre ville, ça n'aurait pas été le même roman. Et c'est vraiment le catalyseur de l'histoire, puisque la ville, c'est comme si elle était vivante, et c'est elle qui fait suivre au personnage ses caprices, ses désirs, parce qu'elle désire, elle respire, elle est un peu comme un poulpe géant qui respire sous l'eau. Et donc il y a ces forces souterraines qui animent les personnages, qui sont comme possédés par la ville, qui est une ville de sang, une ville d'exagération. Et c'est cette Naples qui peut être aussi, d'un autre côté, sacralisée, avec tout ce qu'on dit sur sa beauté et toutes les choses qu'on institutionnalise de la ville de Naples. Là, j'ai volontairement voulu exagérer toutes les dimensions en laissant des espaces pour la tendresse, l'humanité, mais avoir quand même une dimension de Naples comme une créature et l'érotisme de ces créatures, avec un sens du désespoir, du ridicule et de l'humanité. Vous, Shanadad, au contraire du livre de Monica, qui est très ancré, très lié à la ville, c'est un livre qui est déconnecté, qui est désamarré. C'est un livre qui est dans le mouvement, dans la route, comme si... en fait, l'univers de ces personnages, c'était eux-mêmes. Ils étaient eux-mêmes leur propre univers. Dans quel terme est-ce que ça s'est pensé? Est-ce que vous avez imaginé à un moment donné les déposer à un endroit, ces trois? Là où je les dépose,